Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo légèrement différente de d'habitude, une vidéo sur la Fantasy League du Tour de France 2020 bien sûr. On se retrouve donc pour parler un peu du vélo actuel, du vélo IRL parce qu'il faut sortir un peu de PCM et surtout voilà, comme ça va nous permettre d'aborder certains sujets. Donc tout d'abord je vais commencer par dans cette fantasy parler on va dire plus petit coureur entre guillemets. Et alors le coureur entre guillemets le moins bon que je vais choisir parce que ça reste un très très bon coureur, c'est oh là, vous l'avez compris, c'est Thomas de Rent, hein, mon coureur que j'estime comme étant celui qui va le moins performer sur ce Tour de France. Ensuite, on va passer directement au second coureur, un coureur de la BNB Vital Concept, et c'est Pierre Roland que je vois bien performer. Pierre Roland, il a fait des bons trucs sur le Dauphiné et sur les courses sur lesquelles il est aligné là, durant tout le mois d'août. Vous voyez, quand on tourne le 27. Alors contrairement à Thomas de Rennes qu'on n'a pas trop vu, mais lui on n'a pas trop besoin de le voir pour savoir qu'il va être là et que ça va être la même boucherie que d'habitude, au moins en deux, voire troisième semaine, peut-être même deuxième semaine. Avec notamment l'étape qui arrive à Saran, qui ressemble bien à celle de Saint-Etienne l'an dernier. Donc pourquoi pas voir Thomas de Rennes prier là-dessus. Ensuite, je vois bien un certain coureur d'AG2R à la mondiale bien figuré. C'est Benoît Cosnefroid, très très en forme depuis la reprise et depuis même le début d'année 2020. Hein. Il a gagné la Marseillaise sur B16, il me semble, si je dis pas de bêtises, il était là. Enfin bon, bref, voilà, Cosnefroid qui est très bon. Et un coureur que je vais pas prendre, mais à qui je vais mettre un petit que j'aimerais bien prendre s'il y avait un 9ème coureur, voyez-vous, ça serait Romain Bardet. Romain Bardet qui fait un bon restart, je trouve, et qui peut jouer les étapes en même temps en top 10. Voilà, après, s'il se concentre sur le guide général, il peut faire pas loin de top 5, je pense. Mais s'il se concentre sur les étapes et le maillot à poids, il peut tout à fait le ramener à Paris. Il en est tout à fait les capacités. Là, on va commencer déjà à taper bien dans le lourd. Hein. Déjà, vous voyez que l'équipe, elle est jolie. On va aller du côté de Cofidis et on va prendre Guillaume Martin. Guillaume Martin qui, lui, a fait un Dauphiné exceptionnel. Sur Tour de l'Ain, il a fait 4ème, je crois, en haut du Grand Colombier, du côté derrière Roglic, Bernal et toute la jumbo. Donc voilà, Guillaume Martin qui va être à surveiller. Et ça va être le leader unique chez Cofidis. Bien sûr, il y aura Laporte, Consoni et Perrichon pour emmener les sprints à Viviani. Mais je pense que Rada, Ede, Pérez et Perrichon seront totalement à son service sur les étapes de haute montagne. Donc voilà. Ensuite, on va passer au côté des sprinters. Et là, j'ai deux énormes sprinters parce que vous voyez qu'il me reste encore 77 étoiles. Donc voilà, je peux faire des gros investissements. Et le gros investissement, le premier, il est là. C'est Peter Sagan qui, je pense, ramènera son 8ème maillot vert à Paris et deviendra l'unique recordman de maillot vert. Ensuite, on va retourner du côté de l'Auto-Soudal. Mais avec Sagan, ouais, il va... Je pense que Sagan prendra le maillot vert. Je ne sais pas s'il remportera d'étapes, mais il ramènera le maillot vert. Et pour les gains des étapes, j'ai décidé de prendre Caleb Ewan. Caleb Ewan qui est le meilleur sprinter du monde, je pense, en ce moment depuis un an. Même si là, avec Desmar, quand même, ça se vaut. Mais ouais, Ewan, l'an dernier sur le tour, il était très fort. Et je pense qu'il aura à cœur de prendre le maillot à Nice. Lui qui est un sprinter qui passe très bien les bosses. Hein. On se souvient de sa victoire sur le Giro là, 2019 où il va gagner non, il va pas gagner, il fait deuxième derrière Carapaz là, mais c'était en haut d'une belle butte et je pense qu'il peut reproduire ça très fort. Un en qui je crois énormément sur ce Tour de France et que je pense qu'il se cache beaucoup, c'est Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, pour moi, cette deuxième étape, elle est taillée pour lui, pour qu'il prenne le maillot. Et une fois qu'il aura ce maillot, je le vois pas le lâcher à Orsières Merlette. Je pense pas qu'à Orsières Merlette il perdra beaucoup de temps. Donc je le vois ni au moins égal parce que dans la Luisette, moi
Honnêtement, je crois pas à cette étape. Voilà, je vais vous le dire, j'y crois pas. Euh, Lou d'Anviel, il peut réussir à limiter les dégâts avec cette descente et avec cette descente, même si ça commence à batailler des balais, bon, je pense que ça sera fini pour lui. Mais si ça s'attaque côte, on va dire, des petites attaques, des petits trucs dans Pérosourde, mais rien de bien concret. Pour moi, la Philippe l'aura au soir de Loudanviel et même au soir de la Reims. Même si, sur cette étape, pour moi, s'il y a des hommes qui se sentent forme, il faut qu'ils sortent dans Marie-Blanc. Et s'ils sont trois derrière, après, il n'y a que 8 km entre le pied de la côte, de la descente et l'arrivée à la Reims. Pour moi, s'ils sont trois, ils prendront énormément de temps à tous les autres. Voilà. Pour moi, par exemple, si on retrouve Bernal, Pinot, Dumoulin ou Bernal, Roglic, n'importe qui, Landa, pour moi, les trois prendront une bonne poignée de secondes, voire une petite minute sur tous les autres. Parce que ce col de Marie-Blanc, il est incroyable. Il est vraiment incroyable, donc il faudra faire attention. Ensuite, Île de Ré, niveau bordure, on a vu l'an dernier que c'était tranquille pour lui. Poitiers, pareil. Saran, c'est pour lui, c'est typique Saint-Etienne, c'est de l'an dernier où il était sorti avec Pinot dans le final. Puis Marie, ça lui correspond. Col de Néron, il est trop loin, hein. 180,5, 191. C'est-à-dire que le sommet du col de Néron est à 11 bornes. Je vois personne sortir dans ce col de Néron, sachant la difficulté du Puy-Marie, hein. 5 km à 8%, mais c'est surtout les 2-3 derniers kilomètres qui sont très très durs. Donc je le vois perdre, Lyon je le vois pas perdre, donc je le vois perdre son maillot en fin de deuxième semaine au Grand Colombier. Si ça bataille pas trop, maintenant s'il est totalement désintéressé du classement général, et même si bon il a dit lui-même que s'il avait un maillot il le défendrait, mais imaginons qu'il le perde à la Orsières-Maillette, s'il est deuxième il se laissera décrocher, il ira peut-être jouer le maillot à poids, c'est pour ça que j'y crois très fort en Julien Alaphilippe et c'est pour ça que je le choisis. Et donc vous voyez il me reste 19 étoiles. Et donc là il me manque un gros leader pour le classement général. Donc exit Roglic, exit Bernal, exit Bennett, Pinot, Quintana. Il n'y en a pas. Il me reste Carapace, Dumoulin, Landa, Miguel Angel Lopez, Dani Martinez. Bah, le vainqueur du dernier. Dauphiné. Tout simplement. Bourman. Attention à Bourman. Pogacar, Uran. Uran, j'y crois pas trop, hein. Autant Bardet, j'y crois un peu. Autant Uran, non, j'y crois pas du tout. Pogacar et Bourman peuvent être ceux qui dynamitent la course parce que je vois pas Pinot le faire étant donné son statut de favori. Donc je vois bien peut-être Bourman et Pogacar un peu dynamiter la course avec Lopez, hein, qui a montré l'an dernier qu'il pouvait être offensif. Mais mon leader se situe dans cette première partie et c'est pas Landa, hein, parce que Landa j'y crois un peu moins. C'est Tom Dumoulin. Tom Dumoulin j'y crois fort. Je pense qu'il sera plus fort que Roglic en troisième semaine. Et notamment cette arrivée-là au col de la Lose et je pense pas qu'il l'attendra, hein, dans ce col de la Lose, même si Roglic a le maillot. Si, à mon avis, s'il l'a en plus, il aura quoi, 20-30 secondes d'avance sur les autres favoris, à moins qu'il soit vraiment une jambe au-dessus. Mais ouais, non, moi je vois pas Roglic. Je vois pas Roglic passer ce cap-là. Surtout qu'on a vu l'an dernier au Giro que la haute montagne, c'était pas pour lui. L'arrivée à La Roche-sur-Foron est très très intéressante. Ça peut sortir des Léglières. Ça peut sortir même avant. Et là, en fait, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'à partir du pied du Cormet de Roseland, il n'y a pas un mètre de plat. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est incroyable. Et cette étape, moi, je l'attends énormément. Autant que l'arrivée au col de la Lose. Et après, avec le contre-la-montre, Dumoulin, on sait, super rouleur, super tout ça. Et je le vois pas perdre beaucoup de temps en début de tour. Même si, pour moi, pour Pinot, Bernal, tout ça, il faudra faire la différence au Puy-Marie. Il faudra faire la différence à Loudanviel, à la Reims. Voilà, c'est le moment. Et non pas au Mont-Aigoual, comme j'ai dit, j'y crois pas trop à cette étape. Et Artière-Merlette, pour moi, c'est les trois grosses étapes où il faudra faire des différences avec Dumoulin. Sinon, Dumoulin alignera à peu près tout le monde. Voilà. Donc voilà, ma fantasy. Voilà un peu mon avis sur le Tour de France qui commence dans 2 jours, là, parce qu'on est jeudi, donc vendredi, samedi. Je vais essayer de vous sortir cette vidéo avant samedi, j'espère pouvoir le faire. Normalement, ça devrait plutôt aller. Et voilà, mon avis sur un peu les coureurs, le Tour de France, qui est cette année quand même un énorme condensé de montagne, même si, on l'a vu, hein,
il y a eu 7 étapes de plaine, je crois. Regardez, première étape, donc là c'est en plaine, même si ça monte un peu. Sisteron, elle est bien plate hein, quand même cette étape-là, même si au début ça monte aussi. L'arrivée à Privas, attention à cette arrivée parce que on le voit là, sur les derniers kilomètres ça monte. Hein. Il faudra faire attention. L'arrivée à Lavour, c'est pour les sprinteurs. Après on arrive dans l'île de Oléron, tout ça c'est pour les sprinteurs. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle de Clermont-Ferrand-Lyon, c'est pas du tout une étape pour sprinter. Je suis pas d'accord avec l'organisation. Je connais les deux, enfin la dernière côte surtout. C'est la côte de la Duchère. Bon, parce que moi j'habite à Lyon. Hein. Et limite ça passe devant chez moi. Donc côte de la Duchère, je la connais un peu moins. Faudrait que j'aille la faire pour essayer. Mais en fait, je vois pas où elle est. Mais enfin bon, ça doit se trouver assez facilement. Mais donc du coup, l'arrivée à Lyon, je pense pas que ça soit une arrivée pour sprinter. Ça sera plutôt une arrivée pour échapper. L'arrivée à Champagnole, attention parce qu'elle est quand même assez dure cette étape. Il faudra faire attention. Et la dernière étape, bon, les Champs-Élysées. Donc voilà, donc en vrai, ça nous fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arrivées pour sprinter. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et bon, après, là, on les a vus, hein, les étapes accidentées. Pour moi, la Philippe, voilà, prendra le jaune, comme je vous l'ai dit. Alors c'est Merlette, Mont-Aigoual. Après les Pyrénées qui seront durs mais ça sera juste là pour fatiguer les organismes. Mais attention à Saran, attention à l'étape de Saran, surtout que le lendemain, bon le lendemain c'est quand même l'arrivée au Puy-Marie donc ça va être chaud. Mais pourquoi pas qu'il y ait des petites attaques là dans cette étape là, même si je vous ai dit le lendemain, bon ça va pas trop favoriser le fait qu'il y ait des attaques le lendemain, l'arrivée au Puy-Marie. En tout cas, à l'arrivée à Villard-de-Lans aussi, elle est pour à la fin. Elle c'est typique pour la fin. Il avait gagné là-haut d'ailleurs sur le critérium du Dauphiné, ça devait être en 2017, si je dis pas de bêtises, après à vérifier. Voilà, la Roche-sur-Foron, Col de la Lose, Champagnole, la planche des belles filles et les champs. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour le Tour de France. Je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de faire quelque chose. Enfin, on verra. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et à bientôt.